Je vais passer maintenant la parole à notre secrétaire perpétuel pour Paul Sauty. Oui, Paul Sauty, mais en fait, Guillaume Pourchet, qui est notre archiviste, voulait nous souhaiter un bon anniversaire. Est-ce que on t'entend ? Vous m'entendez, oui. Bon, c'était simplement pour rajouter du solennel à l'événement d'aujourd'hui. Effectivement, nous fêtons le 18 décembre la première séance de la Société royale de chirurgie en 1731. Donc, on fête nos 293 ans aujourd'hui. Voilà, donc à Saint-Côme, bien sûr, et puis après ici, dès 75. Et tu disais qu'à l'époque, il y avait 117 Oui, 117 académiciens. 117 académiciens, et c'est vrai que c'est resté assez constant, parce que tu nous l'as présenté. Les membres titulaires sont autour de 147, je crois. Donc c'est assez stable, en fait, au final. Voilà. Merci. Alors, il y a en fait, au milieu du XXe siècle, une génération de chirurgiens qui a fait faire un bond à la chirurgie, et spécifiquement d'ailleurs des chirurgiens thoraciques. Et il m'a paru que le plus emblématique d'entre eux, c'était Paul Sauty, qui est un chirurgien lyonnais. Et donc, ils ont fait franchir à la chirurgie une nouvelle étape. Alors, Paul Sauty est né en 1887 et il est venu habiter Saint-Étienne dans son enfance, où il envisageait de faire l'école des mines de Saint-Étienne. Et puis, en fait, un ami de son père l'a orienté vers la médecine à Lyon, et il l'a placé dans le service d'Antonin Poncet, qui à l'époque était le patron de la chirurgie générale à l'Hôtel-Dieu de Lyon. Et vous voyez que sur cette photo, il est tout jeune. Et on remarque qu'il y a René Le Riche, qui à l'époque est assistant d'Antonin Poncet. Et il va nouer d'ailleurs des liens avec René Le Riche. Donc là, il est externe en novembre 1906. Il va être ensuite interne en 1910, il sera prosecteur en 1912 et il fait sa thèse en 1915. Et là, il est docteur en médecine et on lui propose de rejoindre Bouleuze. Vous me direz, Bouleuze, qu'est-ce que c'est? Un village de vacances? Non, c'était un CHU. C'était un... Oh là là, je m'inquiète un peu là. Ce qui se passe. Donc c'est un CHU qui est implanté à l'ouest de Reims en 1915, en 1916, et qui est créé par Claudius Regaud, qui à l'époque est une personnalité politique et scientifique considérable, puisqu'il dirige l'Institut du Radium, et donc c'est devenu un enjeu majeur pour la médecine française. Et Claudius Regaud dit il faut des agrégés, il faut vraiment créer un centre vraiment performant avec un laboratoire de biologie, de la radiologie, de l'anatomopathologie, et on traitera des malades et on fera également de la recherche dans les périodes calmes. Et donc à ce moment-là, Paul Sauty rejoint René Le Riche. Il y a également Robert Proust, il y a Antoine Béclair, Roux Berger, bref, 3 agrégés parisiens, 3 agrégés de province, et il va passer là 3 ans, où il va en particulier passer d'excellents moments avec René Le Riche, et il dira ce sera la meilleure période de ma vie, parce qu'on pouvait faire de la recherche avec lui. Ils opéreront beaucoup. Et à la fin de la guerre, il rejoint le service civil à l'Hôtel-Dieu. L'Hôtel-Dieu, c'est le Graal, c'est le meilleur service de Lyon. Et à ce moment-là, le chef de service n'est plus Antonin Poncet, c'est Léon Bérard. Léon Bérard qui est le grand copain de Auguste Lumière, Louis Lumière et Auguste Lumière. Il n'est pas médecin, Louis Lumière, mais par contre il est passionné par la médecine et il a une fortune.
et qu'il va dédier à la médecine. Et c'est comme ça qu'ils vont créer le centre anticancéreux de Lyon, qui ne sera pas d'ailleurs le premier centre anticancéreux, puisque le premier a été créé à Bordeaux, et donc qui deviendra d'ailleurs le centre Léon Bérard. J'ai un problème de dire. En réalité, au bout d'un moment, donc, Paul Santi va être nommé à l'hôpital de la Croix-Rousse, chef de service, mais en réalité, l'hôpital de la Croix-Rousse, à l'époque, c'est un hôpital de quartier. On traite quelques urgences, mais les vrais cas, ils vont à l'hôpital, à l'Hôtel-Dieu, et donc ils se sont un peu exilés, et de 1928 à 1933, il va diriger le service de la Croix-Rousse, qui donc à l'époque n'est pas du tout l'hôpital de la Croix-Rousse qu'il est devenu. Mais en 1935, l'hôpital Édouard Herriot est créé. Bon, ça fait 20 ans qu'ils y réfléchissent, les Lyonnais, là, et il va remplacer l'Hôtel-Dieu, et l'hôpital Édouard Herriot va devenir l'hôpital le plus important de Lyon, sur le site de la Grange Blanche, et il va revenir donc, si j'ose dire, dans le Saint des Saints. Ça siffle. Donc, dans le Saint des Saints, où il rejoint donc Léon Bérard, et il succédera à Léon Bérard en 1940. C'est lui qui sera donc le chef de service dans cet hôpital. Alors, il est connu d'abord pour son exactitude au bloc opératoire, mais également parce qu'il voyage beaucoup, toujours à la recherche des innovations. Il est passionné par la technique et également par l'enseignement. Il fera de l'enseignement vidéo bien avant tout le monde. On le voit ici à côté de René Le Riche avec sa caméra. Alors, pourquoi ont-ils été innovants ? Eh bien, parce que Paul Santi a réalisé la première pneumonectomie en France en 1937. Alors, c'est vrai qu'il avait croisé Rouberger en 1915 à Bouleuse et que Léon Bérard lui-même faisait déjà des thyroïdes, mais aussi des décortications pleurales, des gestes thoraciques. C'est néanmoins lui qui, avec Marcel Bérard, le fils de Léon, va réaliser en France la première pneumonectomie en 1937, et ça sera une pneumonectomie pour une pathologie, chez un enfant pour une pathologie bénigne, et ensuite ils feront des pneumonectomies pour des cancers dans un deuxième temps. Alors, il a déjà voyagé, puisqu'il est allé à Saint-Louis, aux États-Unis, au Canada, à Heidelberg. Enfin, il se met au courant de toutes les innovations et il va donc développer une activité de chirurgie thoracique majeure, d'abord dans le service de Léon Bérard, puis dans le sien au cours des années. Autre innovation de sa part, il ne réalisera pas la première œsophagectomie en France, puisque c'est Jean-Louis Lorta-Jacob à Paris qui réalisera la première œsophagectomie le 1er juillet 1944. En revanche, il s'est intéressé à la question et il va y avoir une discussion sur la voie d'abord pour l'œsophagectomie. L'école Lorta-Jacob privilégiant la thoraco-phréno-laparotomie gauche, alors que lui plaide pour la thoracotomie droite. Et finalement, c'est lui qui va l'emporter. Et l'opération de Lewis-Santi, puisque c'est le chirurgien gallois Ivor Lewis qui avait réalisé cette première, et que Santi a adopté et développé en France, réunissant une laparotomie ou un abord abdominal avec un abord thoracique droit, deviendra l'opération classique, la plus réalisée en France encore à l'heure actuelle. C'est l'opération de Lewis-Santi. Alors, il avait d'ailleurs été rapporteur à l'Association française de chirurgie avec Michel Mouchet sur le cancer de l'œsophage, où il avait fait venir des chirurgiens sud-américains et nord-américains qui avaient déjà réalisé plusieurs centaines de cas et qui ont montré leur expérience pour développer cette chirurgie. Vous voyez ici donc la communication qu'il a fait à l'Académie de chirurgie sur le sujet, privilégiant cette voie d'abord. Troisième développement,
majeur, c'est la chirurgie cardiaque. Donc la chirurgie cardiaque, il fait des péricardectomies, des canaux artériels, quelques tumeurs du médiastin, puis en 1947, il va voir Blalock à Baltimore, et il ira voir Crawford en Suède, qui fera la première coarctation aortique, et il revient, et il va développer toute cette activité de chirurgie cardiaque. Vous voyez qu'avec ces trois, que ce soit pour les œsophages, les thorax ou les cœurs, il développe une chirurgie lourde, et s'il peut développer une chirurgie lourde, c'est parce qu'en fait, il a intégré les progrès de l'anesthésie. On rappelle, l'anesthésie, c'est William Morton en 1846 au Massachusetts General Hospital, puis l'arrivée du masque d'ombre d'âne en 1906, et en réalité, les chirurgiens thoraciques devaient opérer avec une ventilation en circuit fermé. Ils l'adoptent en 1937, l'intubation trachéale, l'introduction des curares qu'il adopte en 1948, qui ont été introduits par les Canadiens en 1942, l'introduction de la sonde de Carlins, tous ces éléments qui vont permettre de développer toute cette chirurgie lourde, qui dans un deuxième temps permettra la chirurgie à cœur ouvert. Ce sont en fait, c'est Paul Santi, avec d'autres chirurgiens thoraciques qui ont permis de le développer. En particulier, c'est Pierre Monod qui créera la Société française d'anesthésie, qui est chirurgien thoracique, en 1934. C'est Jean Baumann, qui est chirurgien thoracique, qui sera le premier agrégé d'anesthésie en 1957. Et il reviendra professeur de chirurgie à partir du moment où c'est Jean Vourche qui sera le premier agrégé d'anesthésie non chirurgien en 1958. Et on mesure donc tout ce que nous devons aujourd'hui à cette évolution qu'ont réalisé les chirurgiens thoraciques de cette époque, dont Paul Santi, qui nous permettent maintenant de réaliser des opérations lourdes en sécurité. Alors, il était membre de l'Académie de chirurgie en 1938. Il a été récipiendaire de la médaille Marie-Laine Long en 1952, membre de l'Académie de médecine, correspondant en 1943 et titulaire en 1953, membre de l'Académie des sciences en 1958 et commentaire de la Légion d'honneur. Vous voyez ici ses nombreux élèves: Pierre Marion pour la chirurgie cardiaque, Henri Viard pour la chirurgie thoracique, Paul Maillet pour la chirurgie viscérale, Daniel Dargent pour le centre anticancéreux gynécologue, Pierre Wertheimer pour la neurochirurgie. Ils sont tous ses élèves. Jean-Charles Sournia, qui était chirurgien, qui est devenu ensuite médecin de santé publique, et donc sans parler de Marcel Bérard, qui était donc le fils de Léon Bérard, avec qui il a énormément travaillé. Ils ont ensemble publié la première pneumolectomie, qui est décédée prématurément. Jobert de Beaujeu, ses élèves sont innombrables. Et donc je pense qu'on leur doit beaucoup, et ça a été un plaisir pour moi de rappeler le souvenir de cette génération de chirurgiens qui nous ont permis de faire de belles opérations. Voilà.